simplement de la RDC. Il y a beaucoup d'acteurs pays impliqués, ça, qui entrent dans les choses de la combinaison, sinon l'application de cet accord cadre de paix. Il y a la RDC elle-même. Il y a les pays de la sous-région qui sont impliqués. Il y a de manière générale certains pays d'Afrique. Et il ne faut pas oublier, il y a aussi des organisations de la communauté internationale qui sont aussi impliquées dans l'application de cet accord cadre. Ce qu'il faut savoir, en fait, la RDC a mis du sien pour que réellement le conflit, la question première qui dérangeait, c'est la guerre, sinon l'insécurité à l'est du pays. Il est vrai, de commun accord, si on peut le dire ainsi, avec les éléments de la MONUSCO, les FARDC ont travaillé. La RDC, quant à elle, a respecté, sinon une bonne partie des différentes clauses de cet accord cadre, auquel cas, Mary Robinson, qui avant de partir, ne l'aurait pas félicité pour l'effort qui a été fait par la RDC. Mais il subsiste encore, c'est vrai, des problèmes. Les problèmes, je crois d'abord, ce sont les pays voisins qui font problème. Il y a le Rwanda qui pose problème, il y a aussi l'Ouganda qui pose problème. Les éléments de M23 qui ont traversé au lendemain de leur fuite en RDC, nous n'avons pas ne fût-ce qu'un bilan, savoir autant d'éléments de M23 sont en Ouganda, autant d'éléments de M23 sont au Rwanda. C'est des personnalités ou des personnes, des rebelles, des militaires qui se sont dilués dans ces deux pays. Et les deux pays n'ont pas fait un effort de nous renvoyer la balle pour que l'on sache réellement quelle est la situation. Puisque des problèmes ont été posés pour le renvoyer en RDC, on a posé des conditions comme si c'était des ressortissants de ces pays-là que la RDC est en train de demander pour pouvoir les martyriser. De ce côté-là, il y a problème. Un autre problème, c'est que les problèmes de la RDC, les problèmes de l'Est, n'ont pas commencé ni avec le CNDP, ni avec les M23. Ils n'ont pas non plus commencé avec les fractions rebelles qui ont existé avant l'accord cadre, avant plutôt le dialogue intercongolais. Ça, d'accord. Après que nous puissions, nous ayons eu la formule 1+4, ce n'est pas simplement cette période. Les problèmes de la RDC ont commencé depuis 1994 ou 1994. Si je peux m'exprimer comme aime le faire le français, avec les génocides, l'assassinat du président Juvénal Habyarimana et l'entrée des choses de Hutu rwandais en RDC. Les problèmes ont commencé par là. Là, c'était d'abord humanitaire, quelque chose de très salutaire. Oui, c'est un peu comme, pas un peu, mais ce que veut le droit international humanitaire, on ne peut pas renvoyer des gens qui sont en train de suivre, de fuir une situation de guerre, une situation de tension pour venir se replier et pouvoir avoir refuge chez vous. Là, alors, pour aller vite. La RDC a reçu. Et donc, il y a des faiblesses de l'accord cadre. Moi, je crois que le nouveau envoyé spécial, tout ce qu'il va faire, c'est la continuité de la mission. La continuité de la mission qui a son soubassement dans l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, qui a sa suite aussi dans la résolution 2098. Aujourd'hui, nous avons le problème des FDLR aussi, qui est un problème crucial. Les FDLR, des armes. Les FDLR, il y a bien une partie, certains ont la volonté de rentrer dans leur pays d'origine. Mais ça pose problème. Le pays d'origine n'est pas prêt à les accueillir. Et ces éléments sont encore, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, encore un peu dans la partie orientale du pays, en attendant qu'on leur trouve, si ce n'est pas au Rwanda, un autre pays d'accueil. C'est toujours un problème qui se pose en RDC. Et quel est ce pays qui sera d'accord d'accueillir les rebelles? Nous savons que tant que les FDLR seront chez nous, ça veut dire qu'on ne sait jamais. Le Rwanda se réveillera un matin pour nous expliquer combien les FDLR posent problème dans leur pays. Ça, c'est vrai. Ça sera toujours un problème. Et deuxièmement, à part le Rwanda, il y aura aussi un problème d'insécurité récurrente en RDC. Parce que nous savons que les FDLR ont posé beaucoup d'actes qui ont violé massivement les populations locales, les droits de l'homme. Et donc, il faudra pouvoir trouver des mécanismes pour que la situation de paix puisse être une situation de paix réelle en RDC. Et c'est ça la mission réelle des représentants de l'ONU. Oui, des représentants de l'envoyé spécial de l'ONU. À ne pas non plus oublier que nous-mêmes, la RDC, nous ne pouvons pas nous sortir de l'ONU parce que nous sommes aussi membres de l'ONU. Un supplément avant d'aborder le deuxième sujet. Un supplément. Oui, je pense rapidement qu'il faut souligner ici que, comme l'a dit Mme Ernestine, il y a plusieurs
aspects, il y a plusieurs éléments qui ont contribué à ce que les résultats qu'a obtenu Mme Robinson soient effectifs. Mais ici, il faut rappeler l'effort personnel de la République démocratique du Congo. Il a été plusieurs fois salué que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement et la personne à la tête de son pouvoir, n'a ménagé aucun effort pour pouvoir remplir sa tâche des responsabilités en termes d'accord d'Addis Abeba. Je veux souligner que le gouvernement était une décision du chef de l'État. Ce n'est pas une promesse. Et dans les concertations nationales, rien n'a été évoqué. C'était une décision du chef de l'État. Voilà. Et donc, à tout moment, le chef de l'État mettra en place ce gouvernement quand il trouvera bon de le faire, et cela n'entache en rien à la cohésion nationale, et cela ne va pas du tout déstabiliser le fait que le travail qui doit être abattu par un représentant de l'ONU doit l'être fait de la manière la plus correcte. Ici, je pense que ce sont les quelques aléas qui se posent par rapport encore à la faiblesse de l'ONU de pouvoir sanctionner directement les personnes impliquées dans les troubles récurrents. Ceux-là qui ne respectent pas. Et je pense que ce n'est pas la République démocratique du Congo, parce que même aujourd'hui avec les FDLR, nous rappelons que ces gens doivent quitter la République démocratique du Congo pour continuer à avoir de la bonne foi des autorités congolaises qui respectent le droit de l'homme. Nous les avons transférés de la partie est à la partie orientale. Et Monsieur Mathieu, vous avez dit ici, quel pays aimerait-il recevoir ces gens? Ce n'est pas le problème de la République démocratique du Congo. Nous respectons le droit humain. C'est à l'HCR, donc l'organisation des réfugiés, de pouvoir trouver une terre d'accueil pour eux, parce qu'ils ont tellement commis des extorsions ici que notre peuple ne pourra pas continuer à voir ces gens en face. Donc la responsabilité incombe ici au commissariat des réfugiés. C'est à eux, à l'ONU. D'abord à la communauté internationale. La communauté internationale. La République démocratique du Congo a vraiment fait plus que ce qu'elle devait faire. Transférer ces gens qui ont, bien que vraisemblablement, déposé des armes d'eux-mêmes, mais après combien de coups nous continuons à montrer de notre bonne foi, et je continue à féliciter les FARDC pour les efforts consentis sur le terrain. Donc la tâche de cette dame, moi je persiste à dire, je ne trouve pas grand-chose qui va changer, parce que comme Mme Ernestine encore une fois dit, il y a un soubassement de travail. Ces personnes ne font que suivre une ligne de conduite. Selon vous, c'est une continuité. Okay. Je dis que l'accord cadre concerne principalement la RDC. Bien sûr qu'il a été signé par les pays voisins, il a été signé par l'Union africaine, par la CIRGL, par tout le monde. C'est d'abord la RDC. C'est comme ça que le deuxième point important, le point B, concerne les engagements de la RDC. L'accord cadre nous a tendu une perche, nous a laissé donner un répit. Un répit pourquoi? Pour que nous puissions organiser notre armée. C'est comme ça que dans l'accord cadre figure expressément le point réforme de l'armée. La réforme. Parce que c'est nous qui devons défendre notre pays, ce n'est pas les autres. Oui, c'est vrai, Marie Robinson ou bien M. Dinit ne veut pas changer grand-chose. Parce que c'est nous qui devons former notre armée. Les FDLR sont combien? 2000, 2500? Vous allez me dire que la RDC... Le gouvernement parle de 1200, 1400. Oui, allez. Vous allez dire que la RDC, la République démocratique du Congo, avec ses 100 000, 120 000, 140 000 soldats, est incapable de neutraliser les 1200 ou 2000 rebelles rwandais qui sont là, pas pour les exécuter, mais pour les prendre éventuellement, voir comment faire avec eux. Donc c'est tout à fait possible. On aura la paix que lorsque nous aurons une armée forte, capable de défendre ce pays. Est-ce que ce n'est pas déjà la preuve avec les M23 qui ont été anéantis? S'il vous plaît, ce n'est pas terminé. Attendez. Pourquoi ce n'est pas terminé? Parce que ici, le Rwanda qui nous a attaqués par personne interposée peut continuer à le faire. Tant que nous n'aurons pas réformé notre armée, on ne fera rien. Alors à partir du moment où les Américains s'impliquent pour demander au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC, à partir du moment où on a dit de l'Ouganda la même chose, ça veut dire quelque part, nos troupes, oui c'est vrai, sont battues, mais il a fallu que quelque part, on retire ces soldats étrangers. Soyons en mesure, ce n'est pas le Rwanda et l'Ouganda qui peuvent faire trembler la RDC, soyons en mesure de réformer notre armée de telle façon que nous soyons capables de nous protéger, de nous défendre. C'est comme si vous êtes en train de dire soyons en mesure de frapper les Rwandais et l'Ouganda directement. Mais le jour où le Rwanda et l'Ouganda, si j'ai bien compris, le jour où le Rwanda et l'Ouganda auront peur de toucher la RDC, de peur de recevoir en contrepartie quelque chose, à ce moment-là, nous pourrons assurer la paix. D'accord. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est un adage bien connu depuis les Romains. Donc le problème, c'est nous. Effectivement, les autres peuvent venir, ils viennent pour un mandat, pour un temps, ils ont ce soubassement, c'est vrai, mais parce que nous devons
agir. Donc, utilisons ce temps, mettons ce temps à profit pour nous organiser en interne, l'armée, la police, le climat politique, l'environnement, toutes ces choses-là qui feront que nous soyons forts en interne pour que nous puissions résister contre les agressions extérieures. Ça, d'accord. On peut entamer le deuxième sujet? Oui, moi, je pense que ce qu'il vient de dire... vous savez, Mathieu, il faut éviter les débats de contradiction, là où il y a la vérité, dire ne pas comprendre. Moi, je comprends totalement la position de notre collègue, de l'UDPS. C'est tout à fait normal, ce sont des conseils nécessaires pour notre pays. Profitons-en de fois. Moi, je l'ai toujours dit, que c'est à nous, RDC, c'est à nous, notre armée, nos valeureux militaires. Bien sûr qu'ils ont commencé à démontrer la prouesse et l'effort. Ça, il faut continuer. Je dis, il ne faut pas baisser les bras. On nous a démontré, notre armée nous a sorti vraiment de la honte. De beaucoup de choses, et cette fois-ci, nous voulons vraiment garder le moral vraiment à la hauteur, de façon que cette situation puisse perdurer vraiment dans la durée pour que la RDC soit dans la capacité non pas de dépendre des Nations Unies tout le temps, mais aussi de sa propre force interne. Obama l'a dit, hein. D'ailleurs quand il est venu à Tanzanie pour dire, bon voilà, c'est un pays qui veut se respecter, c'est un pays qui se dote d'une force capable de se défendre. Bon, c'est tout à fait normal et que nos militaires ont compris ça. Moi, j'ai aimé comment nos militaires ont répondu directement à M23 avec des attaques qui venaient du Rwanda. J'ai aimé ça. Ils ont versé le sang, non pas pour rien, mais je pense que nous devons reconnaître à juste valeur qu'il y a quand même des efforts qui sont faits et que ces efforts-là doivent continuer comme tels. Ok. De la politique, maintenant on va parler de la politique sanitaire. Hein. Ça existe, cette pathologie. Alors, l'Ebola en Afrique, beaucoup de pays prennent des mesures de prévention. Quelles mesures de prévention pour la République démocratique du Congo? Vous n'êtes pas des experts en médecine, mais vous êtes des acteurs politiques. On voit vite, c'est des acteurs politiques en Afrique du Sud, au Sénégal et ailleurs, même au Cameroun, qui vient de fermer sa frontière avec un de ses pays voisins. En RDC, c'est comme s'il y avait une lenteur. Seulement, on se limite à mettre des thermomètres thermiques à l'aéroport d'Ndjili. On ne connaît pas les nombres, ce n'est pas la seule porte d'entrée. Ça se passe comment du côté de la MP? Mathieu, j'aimerais quand même, avant de répondre à votre question, essayer de dire que nous avons un problème, nous, en RDC, même nous, les acteurs politiques. Ce qui est fait chez nous est toujours mauvais. Ça, vous revenez à la première thématique. Je vais donner un complément qui est important. Je crois qu'au lendemain de la défaite de M23, même le représentant de la MONUSCO a dû féliciter les FARDC. Il a dit qu'on ne peut pas voler la vedette aux FARDC. Même l'opposition avait félicité. Le FARDC a fait un effort énorme. Donc, la réforme de l'armée, que vous pensez être une réforme latente, c'est vrai que nous ne pouvons pas dormir sur les lauriers, sur notre victoire, mais il est vrai qu'il faut pouvoir booster les efforts. Mais au-delà de M23, les ADF Nalou, c'est une affaire des FARDC. Tous les autres forces négatives qui pullulaient dans l'est du pays. C'est encore un effort de FARDC. C'est pour cela que je dis que nous devons pouvoir, nous, acteurs politiques en RDC, pouvoir reconnaître d'abord ce qui est fait chez nous de bien, pouvoir encourager et par la suite amener des idées qui vont pouvoir nous donner encore peut-être un peu plus de force, un peu plus de grandeur. On doit pouvoir les reconnaître. Si nous ne les reconnaissons pas, on passe notre temps à nous auto-flageller. Je crois que même les décollages peut être difficile. La politique sanitaire. La politique sanitaire, je pense que la RDC n'est pas restée, comment je dirais, indifférente ou attentiste, en train peut-être d'attendre que la maladie puisse venir au pays. Nous savons que nous, en RDC, ce ne serait pas la première fois qu'Ebola, le virus Ebola, a déjà existé dans ce pays. Dans la partie de la province du Bandundu, nous avons connu ces cas. Et aujourd'hui, la politique de la RDC, il n'y a pas que l'aéroport d'Ndjili qui est l'entrée. Je crois que même du côté de Beach, par où nous avons encore une autre entrée, par voie fluviale, avec les autres pays voisins, la même prévention qu'à l'aéroport a été prise. Et au-delà de cette prévention-là, je crois qu'il y a le fait que la RDC est envoyé aux pays en difficulté, je crois particulièrement, je crois que c'est au Libéria. Nous avions envoyé nos éléments, nos médecins qui connaissent, qui maîtrisent qui maîtrisent la lutte contre l'éradication de ces virus. Nous les avons envoyés. Je crois que la RDC
Le ministre de la Santé l'a dit,